Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 3 de Mondes en guerre, guerres mondiales et impériales 1870-1945, dirigé par André Leuze. Ce troisième tome est toujours une œuvre collective, ayant pour thème commun le fait guerrier. La structure de cet ouvrage est encore plus thématique que celle du tome 2. Chaque thème est abordé pour lui-même et l'ensemble de la période est couverte à chaque fois, ce qui crée une approche spiralaire de l'histoire. En effet, la dernière thématique abordée, celle du droit de la guerre, des transgressions et des procès, fait part d'une nouveauté historique très récente. Les procès qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont tenté de déterminer la responsabilité individuelle des hommes et femmes ayant pris part aux atrocités qui ont précédé et suivi le deuxième conflit mondial. Afin d'avoir toutes les clés en main pour comprendre les racines de ces événements hors du commun, le livre commence par approfondir un thème abordé lors du tome 2. En quoi la guerre modifie-t-elle, voire crée-t-elle, les États-nations modernes que l'on connaît? Le tome 2 parlait de la paix de Westphalie, 1648, comme du départ d'un droit international. Le tome 3 détaille les balbutiements et la mise en place d'un système international qui se veut le plus englobant possible, que ce soit d'un point de vue juridique, le jus ad bellum, l'entrée en guerre, in bello, en guerre et post bellum, l'après-guerre, ou d'un point de vue géopolitique. Ainsi, le champ d'étude est tout autant sociologique qu'historique. Les thèmes abordés dans la deuxième partie sont les combattants, les sociétés, les différences de genre, l'engagement pour ou le refus de la guerre, ainsi que la manière d'écrire la guerre. Le livre aborde en troisième partie les extrêmes de la guerre en s'intéressant à celles et ceux dont on parle peu, les victimes, et les violences associées. Et finalement, comment le droit international essaie de juguler les volontés guerrières. L'objectif n'étant pas d'être un ouvrage purement historique, je l'ai trouvé encore plus facile à lire que le précédent. La période abordée étant plus courte qu'au tome 1 et 2, il est plus aisé de s'y retrouver chronologiquement. Les thèmes se décentrent peu à peu de la guerre en général. Dans les premiers tomes, la guerre était l'objet d'étude principal et l'on en étudiait la chronologie et les différents éléments militaires. Ici, la guerre est le décor. Les objets d'étude sont plus variés, le fait guerrier restant le point commun des différents auteurs. La qualité d'écriture est toujours au rendez-vous, et ce, quels que soient les auteurs. L'ouvrage est toujours aussi beau et solide, accompagné de nombreuses photographies et d'infographies. La lecture était plaisante, bien que les sujets abordés soient parfois très difficiles humainement parlant. D'ailleurs, il est à noter que le chapitre sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ne cherche pas à en faire la liste d'autres ouvrages traitant mieux du sujet, d'après les mots de l'auteur. Il se concentre donc sur l'évolution du regard sur les dites atrocités, ainsi que de la focale des différentes enquêtes et procès qui ont émaillé la fin du XXe siècle. À ce titre, l'évolution du regard et de la place donnée aux victimes est très éclairante sur notre XXIe siècle naissant. Cette série de livres est, à mon avis, très utile pour mieux comprendre des enjeux de société actuels comme les évolutions législatives internationales et l'importance des institutions cherchant à pacifier les relations entre humains. Voici un extrait de l'introduction. Il ne s'agit plus, comme dans les périodes antiques et médiévales étudiées dans le premier tome de cette collection, d'ères géographiques aux traditions martiales distinctes, aux connexions épisodiques ou lointaines, comme l'Empire romain ou la Chine des Han. Il ne s'agit pas non plus, comme dans le volume précédent, consacré à l'âge classique de la guerre, d'une première globalisation de la guerre, par des transferts de savoir ou des circulations de soldats et d'armes, faisant naître des sociétés militaires métissées ou hybrides dans l'Amérique française ou l'Inde portugaise. C'est un processus plus ample encore qui s'observe à la fin du XIXe siècle. La période est marquée par la sujétion croissante du globe aux grandes puissances militaires d'Europe, puis des États-Unis et du Japon.